Le 4e chapitre, c'est ce que j'appelle le mépris explicite de la démocratie. Il faut savoir que l'ensemble du processus européen est vicié dès l'origine par ses concepteurs, qui sont tous, sauf des démocrates. La personnalité essentielle à avoir conçu le maelstrom dans lequel les États d'Europe sont en train de s'enfoncer, c'est ce monsieur qui est un Allemand, qui s'appelait Walter Hallstein, qui est né en 1901 et qui est mort en 1982. Monsieur Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. Il a d'ailleurs ici, on a une photocopie par exemple, d'un document qu'il a envoyé le 30 septembre 1935 à Rostock aux représentants du gouvernement nazi à l'université, puisque sous Hitler, il y avait des représentants du gouvernement qui étaient les personnes qui tenaient l'université, et donc il lui donne son pédigré. En référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare, dans la période de l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est la traduction en français du texte en allemand que je viens de vous montrer, c'est-à-dire après 1918, je fus membre des organismes suivants. Pendant la période j'ai passé en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, BSNDJ, de l'association nationale socialiste et des enseignants et des maîtres de conférences. C'était le formulaire nécessaire pour pouvoir être nommé. Il a ensuite, d'ailleurs, en 1936, été nommé par le chancelier de l'université de Rostock, sur base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich. Je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler. Rostock, le 18 mai 1936. Alors ensuite, on avance dans l'histoire de l'Allemagne. Le 9 mai 1938... 2 ans après, Adolf Hitler se rend à Rome. Il n'y a pas beaucoup de photos de cette rencontre. Je vous ai mis celles que j'ai pu trouver. Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le Duce Benito Mussolini afin de mettre sur pied Das Neue Europa, la nouvelle Europe, dictature européenne qui sera placée sous leur contrôle. Et d'ailleurs pour le plus grand bénéfice des firmes allemandes. Donc le chancelier du Reich, Adolf Hitler, qui d'ailleurs, oui, est encore chancelier du Reich à l'époque, je crois, Adolf Hitler d'un côté et Mussolini se rencontrent, conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, conviennent donc de réunir des équipes de juristes pour concevoir ce que serait cette nouvelle Europe qui permettra de ligoter les peuples, et le sort tombe sur l'un des grands juristes prometteurs du régime, Monsieur Walter Hallstein. Du 21 au 25 juin 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État-État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la nouvelle Europe. Ça va mener à ce discours permanent que l'on aura au cours des années 40 sur la nouvelle Europe. L'année historique du grand regroupement de l'Europe. Qui est-ce qui a publié ça ? Eh bien, c'est un journal français, publié par Histoire, publié le 1er février 1941, qui rend compte du discours du Führer à Berlin, au Sportpalast de Berlin. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, de la nouvelle Europe, conçue par M. Walter Hallstein. En France, la politique collaborationniste va d'ailleurs gloser sur ces questions. Sous Pétain, on aura notamment des brochures, des documentations sur la France européenne. On voit qu'il s'agit de la construction de l'Europe. L'inauguration de l'exposition La France européenne avec les autorités nazies le 6 juin 1941 à Paris. Et l'on sait également qu'il y aura, dans cette exposition, on voit ici les autorités nazies avec le représentant personnel du maréchal Pétain, on voit également dans cette exposition l'avant et l'après, l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. L'ancienne Europe, on la voit ici avec toutes ses barrières nationales.
Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. C'est comme ça que c'est présenté. Demain, grâce au chancelier du Reich et au duce italien, la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler. Il n'y aura plus de frontières, les communications seront faciles. Il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et ça sera favorable au commerce. D'ailleurs, toute la propagande de Vichy consiste à dire qu'il faut imiter l'Allemagne. Je travaille en Allemagne pour la France. Travailler en Allemagne, français, pour rendre la France plus forte. Il faut faire comme les Allemands. C'est extraordinaire. On pourrait presque les ressortir, ces affiches. On avait donc Pétain qui, par ailleurs, disait « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» On pourrait mettre d'ailleurs la tête de François Hollande. « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Il se prévaut d'une compétence technique, comme Sarkozy. Le chancelier du Reich développait donc toute une rhétorique. C'était l'objectif, hein. On a tendance à l'oublier. Mais la politique nazie, c'était bien d'avoir « Das neue Europa ist unschlagbar ». La nouvelle Europe est invincible. Europas siegt dein Wohlstand, l'Europe se bat pour ton bien-être. Europas Freiheit, un soldat nazi qui se bat pour la liberté de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe, ça c'est une brochure publiée par les autorités françaises sous l'occupation. Les ennemis de l'Europe, ce sont les anglo-saxons, c'est les Anglais, avec un Stuka qui les bombarde. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés au mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, le fameux traité dont j'ai créé l'UPR pour proposer aux Français d'en sortir. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. C'est bizarre qu'on vous en parle jamais. Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne, le prédécesseur de José Barroso. Il a été le président de la Commission européenne de 1958 à 1967, presque aussi longtemps que Jacques Delors. On a appelé ça la Commission Hallstein. Et dans le cadre de cette présidence de la Commission Hallstein, il présente en 1965 un plan qui prépare l'organisation d'une Europe fédérale. C'est justement contre ce plan Hallstein que Charles de Gaulle va intervenir en mettant le veto immédiat de la France avec la crise de la chaise vide. En France, toute la presse qui est déjà largement dans les intérêts anglo-saxons, brocarde, critique fermement de Gaulle. Personne n'explique, d'ailleurs personne ne le sait en France. Aujourd'hui, en Belgique, je ne suis pas sûr que vous soyez non plus très bien informés. Quelle était la personnalité de ce type ? Comment ce Walter Hallstein, après avoir été un proche d'Hitler, a été ensuite récupéré par les Américains, comme beaucoup d'autres ? Puisque les Américains, en fait, ont repris, ont recyclé un certain nombre de scientifiques, nazis, de juristes, de responsables politiques, pour reprendre les bonnes idées du chancelier Hitler à leur profit. De Gaulle a mis un veto, et De Gaulle obtiendra le départ de Walter Hallstein en 1967, après la crise de la chaise vide. Mais comme vous le savez, De Gaulle lui-même n'est pas éternel, il quittera le pouvoir en 69, mourra en 70. Pendant ce temps-là, Walter Hallstein deviendra le président du mouvement européen, dont on sait de façon certaine désormais
depuis l'article notamment du Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qui a rendu public les documents confidentiels défense du département d'État américain pendant les années 50 et 60, M. Walter Hallstein a été donc président du mouvement européen qui était, et qui est toujours probablement, une créature financée par la CIA américaine. Voilà donc quelles sont les origines de la construction de ce BINS. Nous n'avons pas affaire à des imbéciles. L'affaire de la fatalité statistique que je vous ai montrée en préambule, il fallait quand même le concevoir. De la même façon que le leurre habituel que l'on affiche devant les populations en disant on n'est pas contre une autre Europe, on n'est pas contre l'Europe, on est pour une autre Europe, il fallait le concevoir, il fallait quand même, c'était assez génial. On a affaire à une structure dictatoriale qui s'impose, et je voudrais en citer un exemple, ou quelques-uns, le SOS du gouvernement grec abandonné. Le 2 novembre 2011, le gouvernement grec soutient à l'unanimité la décision annoncée par M. Papandréou, j'en parlais tout à l'heure. Le Premier ministre Papandréou décide d'organiser un référendum sur le prétendu plan de sauvetage de l'euro et de la Grèce. En fait, il s'agit de sauver les banques. Donc, Papandréou annonce qu'il va faire un référendum. C'était en 2011. Je pense quand même que la plupart d'entre vous se rappellent ce qui s'est passé. Si vous ne vous rappelez pas, allez regarder dans les archives récentes. Aussitôt que Papandréou a dit ça, tous les médias occidentaux lui sont tombés dessus. Sarkozy s'est indigné. Le président Barroso a fait part de sa vive préoccupation. Que l'on demande à un peuple son avis s'il voulait ou non être plumé. Donc le gouvernement grec a publié le 2 novembre, devant cette manœuvre de déstabilisation intercontinentale venue notamment des États-Unis, une déclaration solennelle en disant « La démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés ». Le gouvernement grec, la Grèce, démocratia, demos kratos, le pouvoir du peuple, c'est de là que ça vient. Le pays qui a inventé la démocratie a envoyé un SOS en disant qu'il soutenait la décision du Premier ministre. La démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. Malheureusement, tout le monde les a laissés tomber. Normalement, le président de la République française aurait dû dire « Stop !» Monsieur Papandréou doit effectuer en effet un référendum. La France aurait été conforme à ce moment-là avec son histoire, avec le pays des droits de l'homme et le pays de la Révolution française. Mais pas du tout. Monsieur Sarkozy a condamné cette opération de référendum. Cette mise en garde d'Athènes, berceau mondial de la démocratie, a été suivie par la démission forcée du Premier ministre Papandréou. Il a été obligé d'avaler son chapeau, de reconnaître qu'il ne ferait pas le référendum, et ensuite il a été obligé de démissionner et remplacé par Loukas Papademos, dont je vous ai donné le pédigré à l'instant même, qui était le type choisi par Goldman Sachs, celui qui avait été à la banque de Boston et qui ensuite a trafiqué les comptes avec les représentants de Goldman Sachs. C'est donc bel et bien désormais la question de la survie même de la démocratie qui est posée dans toute l'Europe continentale et celle de la lutte contre la dictature conçue par Walter Hallstein. Le 6 août 2012, Mario Monti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce dictateur européiste élu par personne, a invité les autres dirigeants européens à ne pas se préoccuper de leurs parlements respectifs. Il a osé dire, ce type qui n'avait été élu par personne, si les gouvernements devaient se laisser complètement brider par les décisions de leur parlement sans préserver leur espace de négociation, l'Europe risque davantage d'éclater que de renforcer son intégration. Il faut déjà voir comment les parlements eux-mêmes ne représentent pas l'opinion publique. C'est encore trop. C'est encore trop. Cette affaire, cette déclaration qu'il a faite, a fait scandale, notamment chez nos amis allemands. Michael Grosse-Brümmer, le chef de l'union CDU-CSU au Bundestag, s'est fendu d'un communiqué, c'est le président du groupe CDU-CSU, en disant la capacité d'un gouvernement à agir revêt une importance décisive en termes de crise, c'est indiscutable, mais cela ne justifie aucunement la tentative de limiter les vérifications parlementaires qui sont nécessaires au niveau démocratique. Il y a même le porte-parole de la chancelière d'Allemagne, M. Georg Streiter, le porte-parole de Mme Merkel, qui a été obligé de faire à lui-même une conférence de presse en disant les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique.
La chancelière a conscience qu'en Allemagne, les textes de loi doivent être soutenus par le Parlement et que celui-ci doit participer à leur élaboration. Il serait bon que l'on revienne à un peu de calme dans le débat. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2012, ce dont je vous parle, c'est le 6 août 2012. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en mois d'août 2012, le porte-parole de la chancelière d'Allemagne est obligé de faire une conférence de presse pour rappeler que les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique? On en est là. On en est là.